Zéinis se prépara bientôt à jouir des douceurs du sommeil. Une tunique de gaze et presque toute ouverte fut bientôt le seul habillement de Zéinis. Elle se jeta nonchalamment sur moi. Dieu, avec quel transport je la reçus. Le dieu Brahma, en fixant mon âme dans des sofas, lui avait donné la liberté de s'y placer où elle le voudrait. Qu'avec plaisir, en cet instant, j'en fis usage. Elle fit un mouvement et se retourna. La situation où elle venait de se mettre m'était favorable et, malgré mon trouble, je songeais à en profiter. Zéinis était couché sur le côté, sa tête était penchée sur un des coussins du sofa et sa bouche le touchait presque. Je pouvais, malgré la rigueur de Brahma, accorder quelque chose à la violence de mes désirs. Mon âme alla se placer sur le coussin, et si près de la bouche de Zéinis qu'elle parvint enfin à s'y coller tout entière. La fureur de mes désirs échauffa l'âme de Zéinis. Mon âme ne s'aperçut pas plutôt de l'impression qu'elle faisait sur la sienne qu'elle redoubla ses efforts. Elle errait avec plus de vivacité sur les lèvres de Zéinis, s'élançait avec plus de rapidité, s'y attachait avec plus de feu. Le désordre qui commençait à s'emparer de celle de Zéinis augmenta le trouble et le plaisir de la mienne. Zéinis soupira, je soupirai. Sa bouche forma quelques paroles mal articulées. Une aimable rougeur vint colorer son visage. Le songe le plus flatteur vint égarer ses sens. Bientôt, son âme, aussi confondue que la mienne, s'abandonna tout au feu dont elle était dévorée. Un doux frémissement. Ciel, que Zéinis était belle! Crébillon, le sofa, 1742. En 1914, le baron Basile de Schlichting léguait au musée du Louvre une impressionnante collection d'œuvres d'art, où les créations du XVIIIe siècle, peintures, sculptures et surtout objets d'art, étaient particulièrement bien représentées. L'ensemble fut véritablement installé et présenté au public après la Première Guerre mondiale. Parmi les remarquables peintures françaises rassemblées par le baron, on découvrit alors une intrigante peinture de François Boucher, très vite désignée sous le titre évocateur de l'Odalisque brune. Cette œuvre érotique était destinée probablement à demeurer secrète, et le contexte de son exécution était entouré d'épais mystères. En effet, et jusqu'à présent, la date du tableau, pourtant inscrite sur la toile, faisait débat. Et en outre, les circonstances de son élaboration ainsi que l'identité de son commanditaire demeuraient totalement inconnues. C'est ce qui m'a déterminé il y a quelques années à entreprendre les recherches qui viennent d'aboutir avec la publication du petit volume de la collection Solo consacrée à ce tableau. Je précise d'emblée que la conférence d'aujourd'hui présente une partie seulement des résultats et des réflexions exposées dans le livre. En outre, je prépare la publication d'un livre plus vaste consacré à la thématique de l'imagerie érotique en France au XVIIIe siècle et où François Boucher, justement, tient une place importante. Ce livre, édité par la maison d'édition Cohen & Cohen, paraîtra vers la fin de cette année. Jusqu'à son exposition au musée du Louvre, le tableau qui nous intéresse était demeuré largement méconnu, voire ignoré. Mais à partir de là, la composition a commencé d'intriguer les historiens de l'art qui ont tenté d'en percer le mystère. On a assez vite pu le rapprocher d'une gravure parmi les plus audacieuses que Boucher ait jamais inspirée. Celle-ci, exécutée par Pierre-Charles Lévesque et intitulée « Le Réveil », fut publiée en 1765. Il en existe plusieurs tirages, notamment dans la célèbre collection des 30 000 estampes rassemblées par Edmond James de Rothschild et données au Louvre en 1935. Vous avez devant vous, sur la scène, pour une fois nous avons deux œuvres en scène, une planche provenant de la collection Edmond James de Rothschild dont le prêt nous a été aimablement consenti par le département des arts graphiques. Ce qui nous permet aujourd'hui de comparer la planche avec la peinture dont elle dérive directement, bien que 20 ans séparent l'exécution des deux œuvres. La peinture du Louvre est en effet datée de 1745, je reviendrai sur ce point important.
alors que la gravure est datée de 1765. Or, cette année 1765 est une date importante dans la vie de François Boucher. Cette année-là, en effet, le peintre atteint l'un des sommets de sa longue et très brillante carrière, puisque le 8 août, il est nommé premier peintre du roi Louis XV. Et que le 23 août, il devient directeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture. L'artiste a reçu sa formation au tout début du règne, dans les années 1720. À la fin de la décennie, il entreprend un voyage en Italie et réside à l'Académie de France à Rome, où il achève sa formation artistique. De retour à Paris, au début des années 1730, il entame une carrière particulièrement productive et brillante. En 1734, il est reçu comme peintre d'histoire auprès de la prestigieuse Académie royale de peinture et de sculpture, celle-là même dont il sera directeur en 1765, et il est reçu avec le tableau que vous avez sous les yeux, Renaud et Armide dans les plaisirs. Désormais, et pendant plus de 30 ans, il exerce son talent dans les registres les plus divers, peinture d'histoire et peinture mythologique, tableaux d'église, galantes pastorales ou scènes de genre, portraits, rares mais remarqués, et paysages. Pendant des décennies enfin, ces peintures sont recherchées pour orner en dessus de porte, en plafond ou en panneaux de lambris les décors les plus élégants, des appartements royaux jusqu'au boudoir des favorites ou aux résidences privées des puissants. Sa faveur en est au point qu'il semble presque dicter la mode et ordonner le cadre de vie des mondains et des élégantes. Ses créations et son talent sont reconnus dans toute l'Europe et l'artiste reçoit des commandes prestigieuses des cours du Danemark, de Suède, de Russie. Sa nomination au titre de premier peintre du roi vient ainsi couronner une carrière en tout point exceptionnelle. Cette faveur universelle éveille certainement bien des rancœurs et bien des jalousies. Peu après sa nomination en tant que premier peintre du roi, est publiée l'estampe que vous avez sous les yeux, qui est filmée en direct, et elle apparaît avec un titre, qui est donc son titre au moment de la création de l'estampe, Le Réveil. La peinture qu'elle reproduit était demeurée jusque-là totalement inaperçue. La gravure publiée en 1765 est probablement une provocation qui n'a pas été réalisée avec la collaboration de François Boucher. En effet, et je vais y revenir, la composition inventée par Boucher est ce que l'on désignait alors comme une peinture de nudité. Et ce genre de peinture était destiné à des cercles très restreints et ne devait pas être divulgué auprès du grand public car on estimait que de telles images pouvaient choquer la moralité conventionnelle. La peinture originale de Boucher était donc produite pour un circuit d'amateurs très discret et n'aurait pas dû connaître les honneurs de la gravure ou tout au moins pas sur un mode aussi ostentatoire. Car s'il arrivait que de telles gravures d'après des tableaux de nudité fussent produites, et ça arrivait, et diffusées à l'époque, tout au moins se devait-elle généralement de rester anonyme et de circuler avec une vigilante discrétion. Pierre-Charles Lévesque, le graveur qui a entrepris de reproduire la composition de Boucher, ne figure pas parmi les collaborateurs professionnels habituels du peintre. Il s'agit en fait d'un modeste graveur amateur, et en fait, l'homme est surtout connu par la suite comme un homme de lettres, et non comme un graveur. L'estampe est en outre diffusée par un obscur marchand, Honoré de Bligny, là vous voyez l'adresse du marchand, chez Bligny, cours du Manège aux Tuileries, dont l'activité est connue de 1762 à 1782 environ, et qui s'attire surtout une piètre réputation par le commerce d'images tendancieuses. On est donc proche ici du circuit des images érotiques diffusées à la limite de la clandestinité. Pourtant, la gravure est signée, et en plusieurs endroits, comme si les producteurs de l'image avaient voulu braver les conventions d'une discrétion scrupuleuse, et comme si enfin on avait voulu attirer l'attention sur l'identité de l'inventeur de la composition. L'être de la gravure, vous pouvez le voir très, très explicitement, désigne clairement que la planche est, vous l'avez sous les yeux, gravée d'après le tableau de Monsieur Boucher, premier peintre du roi. L'intention de discréditer l'image publique du peintre le plus renommé à l'époque semble
manifeste. Enfin, au sein même de la composition, tout en bas vers la droite, là on a fait le zoom le plus précis possible, le nom du peintre, ou plutôt une signature, est reproduite. Le graveur a reproduit une signature que le peintre aurait apposée lui-même sur le tableau original. Donc, je pense que là, vous avez pu faire aussi vous-même la mise au point sur la gravure, mais en fait, ce qui est écrit, c'est F. Boucher, P pour Pinxit, donc à pain, et j'y reviendrai, c'est même daté 1743. Il se trouve que la signature reproduite par la gravure, diffère de celle qui se trouve sur le tableau du Louvre, placée quant à elle à un autre endroit de la composition, sur le bord de la table basse, en bas à gauche. Voilà la table basse, et la signature vraiment sur le tableau, elle est là, alors que sur la gravure, la signature n'apparaît pas du tout ici, mais en fait, elle est légèrement déportée. Voilà, elle est là, en fait, donc à un autre endroit et avec une autre date, et pas tout à fait la même formulation. La gravure a sans aucun doute circulé, et certains commentateurs malveillants se sont complus à en décrire la composition. Au cours des années 1760, le philosophe Denis Diderot est devenu un éminent critique d'art dont les salons sont lus par un public choisi qui comprend les principales têtes couronnées de l'Europe. Ces textes sont exclusivement diffusés sous forme manuscrite et peuvent ainsi déjouer la censure royale. Dans ses écrits, le philosophe, volontiers polémiste, s'en prend régulièrement à l'art de François Boucher, qu'il juge libertin et corrompu. Lors du salon de 1765, justement, Diderot se désole de la toute récente nomination de Boucher. Je ne sais que dire de cet homme-ci. La dégradation du goût, de la couleur, de la composition, des caractères, de l'expression, du dessin a suivi pas à pas la dégradation des mœurs. C'est au moment où Boucher cesse d'être un artiste qu'il est nommé premier peintre du roi. Denis Diderot, salon de 1765. Rappelons que la gravure Le Réveil, publiée cette même année, met en exergue ce titre prestigieux comme pour discréditer celui qu'il porte. Lors du salon suivant, en 1767, Diderot, toujours, poursuit sa diatribe contre l'inspiration licencieuse du peintre et cite, cette fois explicitement, la composition du Réveil. L'imagination du critique s'échauffe lorsqu'il affirme perfidement que le modèle du tableau est l'épouse même du peintre, Marie-Jeanne Buzeau, Madame Boucher. Pour le philosophe offusqué, celui qui peut à ce point prostituer son art n'est pas loin de prostituer sa femme. Troublé par l'invitation à la sodomie suggérée sur la toile, l'homme s'échauffe et le moraliste s'indigne. Enfin, n'avons-nous pas vu au salon, il y a 7 à 8 ans, une femme toute nue, étendue sur des oreillers, jambes de ça, jambes de là, offrant la tête la plus voluptueuse, le plus beau dos, les plus belles fesses, invitant au plaisir et y invitant par l'attitude la plus facile, la plus commode, à ce qu'on dit la plus naturelle, ou du moins la plus avantageuse. Je dis que nos académiciens se soucient bien autrement du talent que de la décence. N'en déplaise à Boucher, qui n'avait pas rougi de prostituer lui-même sa femme, d'après laquelle il avait peint cette figure voluptueuse. Denis Diderot, salon de 1767. L'affirmation de Diderot est sans doute doublement infondée. Il est difficile en effet d'identifier le modèle du tableau avec la femme du peintre, que d'ailleurs certains contemporains ont décrit comme une belle femme blonde. Et surtout, Boucher n'a jamais exposé publiquement son tableau au salon. Les historiens qui se sont penchés sur la personnalité du graveur, donc Pierre-Charles Lévesque, ont souligné qu'il était en fait un protégé de Diderot. Il ne fait donc pas de doute que le philosophe connaissait l'estampe de première main. Alain Sterling, spécialiste de Boucher, qui organisa la grande exposition monographique présentée à Paris en 1986, a produit l'étude la plus scrupuleuse et attentive du tableau qui nous intéresse aujourd'hui. Il a ainsi montré que si la composition originale est demeurée discrètement à l'abri du public au moment de sa création, qu'elle n'a pas été exposée publiquement, contrairement à ce que Diderot affirme, très vite, néanmoins, des copies et des répliques ont été commandées.
Laing a ainsi recensé les mentions dans les catalogues de vente publique du XVIIIe siècle qui, seulement après la mort du peintre en 1770, permettent de distinguer plusieurs versions. C'en est au point que, lors de la vente aux enchères de la collection Dubois à Paris au mois de mars 1784, une version est présentée, et elle est ainsi décrite dans le catalogue comme, je cite, « une jeune femme sur son lit de repos, entourée d'accessoires agréables. Le fond est orné d'un grand rideau bleu. Quoiqu'il y ait des répétitions de ce tableau, nous ne doutons pas de son originalité. Il vient de la vente de M. Peters. » Et effectivement, si on remonte le fil, le même tableau est présenté, qui est présenté comme l'original, est en effet décrit lors de la vente de la collection de Johann Anton de Peters à Paris, quelques années plus tôt, en 1779. Alors là, vous avez sous les yeux justement la page du catalogue de vente avec en bas le début de la mention qui nous intéresse, et puis il s'agit d'un catalogue de vente qui est agrémenté de croquis de dessins, je vais y revenir. Donc lors de la vente Peters en 1779, on décrit le tableau de Boucher, une femme couchée sur son canapé. Ce bon tableau est daté de 1745. Il est sur toile. L'évêque l'a gravé. Fin de la citation. Alors un petit croquis, j'y ai fait allusion tout à l'heure, donc sur cet exemplaire, griffonné par le peintre Gabriel de Saint-Aubin au moment de la vente de 79, dans un exemplaire du catalogue, permet en effet de reconnaître la composition. La version aujourd'hui au Louvre, elle aussi datée de 1745, serait-elle ce tableau original? Pourtant, Alistair Laing, sur la foi de la gravure de l'évêque, qui datait la composition originale de Boucher de 1743, considérait le tableau du Louvre comme la meilleure des répliques autographes. En effet, parmi toutes les versions qui sont aujourd'hui connues, qui vraiment pour la plus grande majorité d'entre elles sont des copies, Laing distinguait seulement une version aujourd'hui conservée au Musée des Beaux-Arts de Reims, qui, elle, est signée datée de 1743, ainsi qu'une curieuse autre version, couverte, aujourd'hui non localisée. Alors, les deux peintures, elles sont d'un niveau de qualité qui permet de ne pas les considérer comme des copies, sans doute. Néanmoins, Laing les retenait comme plutôt des productions d'atelier, de l'atelier de Boucher, car aucune ne présente le même niveau de qualité que la très belle toile du Louvre, qui est vraiment la plus belle des versions connues. Alors, il se trouve que j'avais en tête l'analyse très convaincante d'Alistair Laing lorsque j'imaginais pour la première fois la peinture aujourd'hui au Louvre. Je distinguais alors sous la surface peinte la trace d'autres coups de pinceau. Alors, il y en a à plusieurs endroits, mais on va présenter un des endroits, parce que justement, on va revenir après sur ce détail. Là, vous voyez, on fait ce zoom sur le grand drapé bleu, on voit l'exécution qui suit le motif, et puis progressivement, oui, des coups de pinceau qui commencent à transparaître, qui sont sous-jacents, qui sont sous la couche picturale qu'on voit actuellement, et qui correspondent probablement à d'autres formes que celles qui sont visibles dans la composition définitive. Il y a d'autres endroits dans la composition où on décèle comme ça ces modifications en cours de composition. Ces modifications suggèrent des modifications de la composition en cours d'exécution, ce qui pouvait indiquer une œuvre originale et non une simple réplique, reproduisant une composition préétablie. Pourquoi nous avons demandé un examen scientifique approfondi du tableau auprès du laboratoire du Centre de recherche et de restauration des musées de France. L'étude a été dirigée par Bruno Motin, conservateur au laboratoire de recherche et de restauration des musées de France. Le rapport de son étude a porté la conclusion décisive que, je le cite, « En tout état de cause, l'œuvre du Louvre est une création originale qui a servi de modèle aux autres versions. » Alors en effet, donc au cours de l'étude, il y a une radiographie qui a été produite, et la radiographie, elle a été très riche d'enseignements. Elle a ainsi révélé non seulement que la toile avait été employée dans un premier temps pour ébaucher un portrait. Voilà, on comprend mieux le tableau comme ça. En fait, il s'agit d'un... Vous voyez, alors, on reconnaît l'odalisque, mais vous voyez aussi très clairement cette forme ronde, qui est en fait un visage, hein, les yeux, le nez, la bouche, même la perruque caractéristique. Donc c'est un portrait d'homme, ébauché par Boucher, abandonné pour des raisons qu'on ignore bien entendu totalement, et qui a été recouvert ensuite
par la composition définitive, donc celle que l'on voit sous les yeux. La composition, elle a aussi révélé que de notables modifications avaient été apportées en cours d'exécution de la composition définitive. Les principales corrections portaient sur la disposition des draperies autour de la femme et de son attitude. Pour la mise en place de cette attitude, Boucher s'est vraisemblablement servi d'un dessin aux 3 crayons, aujourd'hui conservé dans la collection Horwitz aux États-Unis, qui lui a permis de fixer l'attitude de son modèle. Si l'artiste a reporté sans hésitation sur la toile la disposition générale de l'attitude corporelle, il a toutefois modifié le placement du visage, qui, sur la toile définitive, vous voyez que sur le dessin, elle regarde hors champ, mais de manière latérale, alors que c'est très, très différent dans la peinture. Il a aussi, parce que dans la peinture, j'y reviendrai, enfin, c'est ça qui est un des charmes et un des troubles du tableau, c'est que le modèle nous regarde. J'y reviendrai. Il a aussi modifié la main gauche, qu'il a détachée du cou, et la ligne du poignet, la ligne gracieuse, apparaît plus visible que sur le dessin. D'autres détails qui ont été vraiment révélés par la radiographie. Le corps a été peint dans un premier temps un peu plus dénudé qu'il n'apparaît à présent. Puis l'artiste l'a en partie recouvert, comme pour exalter par contraste la chair nue par un jeu subtil de recouvrement partiel. On voit ainsi distinctement sur la radiographie que la jambe droite était d'abord découverte et qu'elle a été finalement en partie drapée au niveau du mollet. Tout autour de la jeune femme, le peintre, en quête du rythme adéquat, a repris plusieurs fois les plissés des draperies. Et enfin, une des plus spectaculaires modifications est la suppression à l'arrière-plan, contre le dossier du sofa, de cette forme-là, qui est en fait un instrument de musique, un instrument à cordes, avec une caisse allongée et un long manche, dont la forme évoque celle d'un luth oriental. L'artiste a supprimé avec bonheur de sa peinture cet objet placé un peu maladroitement quand même, à proximité immédiate des fesses de la jeune esclave, et dont la forme phallique était sans doute inutilement suggestive et redondante. L'exécution de très haute qualité, à la fois précise, souple et nerveuse, corrobore enfin le statut de prototype de la peinture du Louvre. La version aujourd'hui à Reims, que je vous ai présentée tout à l'heure, ne présente ni sa qualité, ni sa spontanéité. Alors, la signature et la date antérieure, 1743, ils sont pourtant parfaitement lisibles. Les analyses de Bruno Motin ont conclu que la date apposée sur le tableau du Louvre, et dont le tableau du chiffre est aujourd'hui légèrement effacé, enfin, en partie effacé quand même, on a longtemps essayé désespérément de prouver que le dernier chiffre était un 3, ce qui permettait de faire que toutes les pièces du puzzle s'agençaient bien, mais en fait non. Donc 1700, vous voyez le 1, le 7, le 4, et alors là, effectivement, on voit quand même une barre et le début de la boucle qui fait la panse inférieure du chiffre. Et donc ça ne peut pas être un 3, parce que Boucher fait des 3 vraiment très ronds, avec 2 boucles. Et là, vous avez vraiment une boucle, la barre, et donc ce qui nous manque, c'est l'autre petite borde transversale. Mais enfin, les analyses labo ont confirmé que c'était bien un 5. Alors, il se trouve que les premières descriptions du tableau, donc au tout début du XXe siècle, au moment où il entre au musée du Louvre, dit aussi sans ambiguïté 1745. Alors, moi, je retiens pleinement l'hypothèse de Bruno Motin, selon laquelle le tableau de Reims, plus figé et scolaire, est une œuvre d'atelier qui reproduit le tableau du Louvre, mais dont la date a été mal lue et retranscrite en 1743. Ce qui indiquerait que l'œuvre et ensuite la gravure ont été faits un petit peu en dehors du contrôle de Boucher. En effet, ainsi que l'a précisé l'historienne de l'art Charlotte Guichard, dans son livre récent, La griffe du peintre, qu'elle avait présenté ici à l'auditorium d'ailleurs récemment, et son livre La griffe du peintre qui porte sur la question de la signature des peintres en France au cours du XVIIIe siècle, je la cite, « Chez Boucher, le nom est associé à son atelier, il est collaboratif, et il est associé à la réalisation d'une gamme de produits élargis où les motifs peuvent être repris comme des modèles. » Fin de citation. Ainsi est-il fréquent que la signature du peintre apparaisse aussi bien sur ses œuvres autographes que sur les répliques d'atelier, parfois retouchées par le maître. On serait ainsi tenté d'établir l'historique du tableau aujourd'hui au Louvre en y reconnaissant le tableau
daté de 1745, c'est précisément indiqué, présenté lors de la vente Peters en 1779, puis de la vente Dubois en 1784, et où il est aussi désigné explicitement comme l'original de la composition. Le tableau disparaît ensuite pour réapparaître dans la collection de Basile de Schlichting à la fin du XIXe siècle, qu'il élègue ensuite au Louvre en 1914. Alors ça, c'est une partie donc, de l'historique du tableau. Mais peut-on remonter plus haut et tenter de préciser le contexte de l'exécution, voire même la commande de la toile? La surface de la toile est aux 2/3 recouverte de plissés. Le mobilier qui décore la pièce est en grande partie textile. 2 grands coussins, ornés d'un délicat motif floral et galonné de rose et de bleu, recouvrent le bas du lambris et servent de dossier pour le vaste sofa qui trône le long du mur. Le mot « sofa » est encore récent dans la langue française et la toute première édition du Dictionnaire de l'Académie française précisait en 1694 à la fois son origine orientale, turque, et sa nouveauté. Vous l'avez sous les yeux, sofa, terme qui vient de Turquie, espèce d'estrade fort élevée et couverte d'un tapis. On appelle aussi sofa une espèce de lit de repos à 2 dossiers dont on se sert depuis peu en France. Boucher lui-même est alors assez bien renseigné sur la question du décor et des costumes turcs, puisqu'il prépare à la même époque l'illustration d'un ouvrage ambitieux rédigé par Jean-Antoine Guerre, « Mœurs et usages des Turcs », publié en 1747. Il s'agit d'un livre très luxueux, d'un format important. C'est un grand in-quarto, abondamment illustré par des gravures de la plus haute qualité dues à des artistes très talentueux, notamment le peintre Noël Allais, mais surtout François Boucher, et gravé par le graveur Claude-Augustin Duflot, qui est un graveur professionnel avec qui Boucher collabore régulièrement. Si le livre n'est publié qu'en 1747, son élaboration est certainement antérieure, et on peut raisonnablement penser que Boucher connaît bien le texte de Guerre au moment où il conçoit le tableau qui nous intéresse aujourd'hui. Boucher emprunte sans doute à Guerre l'opulence du décor qu'il reproduit sur sa toile. Lambris de pierre, coussins brodés, riches tapis et semis de fleurs, ce sont des éléments que Guerre décrit dans son texte comme récurrents dans le décor des intérieurs ottomans. Toutefois, l'artiste semble en user librement avec son modèle, car sa représentation tranche avec les peintures contemporaines, notamment du peintre genevois Jean-Étienne Lyotard, qui, lui, a séjourné à Constantinople, que Boucher n'est jamais allé en Turquie. Donc Lyotard, lui, il a séjourné à Constantinople, tout petit peu avant, de 1738 à 1742. Le Louvre conserve ainsi un double portrait, Monsieur Lévesque et Mademoiselle Hélène Glavany, en costume turc, que Lyotard a vraisemblablement peint en 1740 dans la capitale ottomane pour le marquis de Villeneuve, qui était alors ambassadeur de Louis XV en Turquie. Les accessoires fidèlement observés par le Genevois n'ont en effet rien à voir avec ceux que Boucher dispose sur sa toile. Sur la toile, on reconnaît la chemise froncée du modèle, le drap rayé, le collier de perles, la table basse surtout, avec des pieds galbés, le vase en porcelaine chinois. Tout ça sont des éléments qui sont directement empruntés aux intérieurs parisiens, à la dernière mode des années 1740, et totalement étrangers à la culture des Ottomans. Le tableau de Boucher semble être en fait une représentation fantasmée d'un espace domestique strictement inaccessible aux étrangers à l'époque, le harem, c'est-à-dire la partie privée de tout palais ottoman, où se trouvaient recluses les épouses et les concubines. Emmanuel Pérobe, dans son ouvrage « Le harem des Lumières », publié en 2008, a étudié ce paradigme qui féconde un véritable imaginaire érotique en France et en Europe tout au long du XVIIIe siècle. Le texte de Guerre et les illustrations de Boucher pour les mœurs et usages des Turcs ont participé de manière déterminante, c'est ce que dit Emmanuel Pérobe, à l'élaboration de cet imaginaire fasciné par la polygamie et la vie communautaire imposée à des femmes pour le plaisir d'un seul homme. Le paradoxe souligné par Pérobe, c'est qu'aucun des deux, ni Jean-Antoine Guerre, ni l'écrivain, ni le peintre, ne s'est jamais rendu en Turquie. Et l'efficacité sans doute de leur entreprise a résidé dans le fait que leur représentation de seconde main proposait une forme adaptée à l'horizon de leur public français et privilégié.
Si les mots harem ou odalisque, alors odalisque, c'est-à-dire une jeune servante du harem, qui est une jeune fille encore vierge, n'apparaissent pas dans le livre, Antoine Guerre n'en offre pas moins de nombreuses descriptions assez complaisantes de l'espace et des occupations réservées aux femmes à l'intérieur des palais ottomans. Dans son livre, en effet, Guerre contribue à fixer un véritable imaginaire de la réclusion lascive que la peinture de Boucher illustre remarquablement. En général, les femmes des Turcs de considération ne sortent presque jamais. Elles passent leur temps assises sur un sofa, à fumer, chanter, filer, broder ou dormir. Ce qui rend leur visite encore plus insupportable et leur commerce moins flatteur, c'est qu'elles ont souvent des manières effrontées et lascives. L'oisiveté extrême et l'inaction dans laquelle elles vivent donnent ainsi lieu à une coquetterie dont la hardiesse et la licence passent l'imagination, et qui serait incroyable si elle n'était attestée par des auteurs dignes de foi. C'est ce qui oblige à nous les représenter comme des libertines domestiques, sans religion et sans retenue. Jean-Antoine Guerre, Mœurs et usages des Turcs, 1746. En regard de ce texte si suggestif, les illustrations de Boucher pour le livre semblent plus chastes. Boucher dessine en particulier 2 vignettes destinées à l'évocation de la vie des femmes turques à l'intérieur du harem. La première est placée en exergue de la vaste section du premier tome consacrée aux usages des Turcs. Aujourd'hui baptisée la sultane Lisan, mais cette désignation n'est pas dans le recueil, l'image adopte un dispositif et un décor assez comparables à ceux mis en œuvre par Boucher sur l'odalisque brune. Alors notamment, là c'était un élément qui était assez déterminant. Voilà le fameux luth que Boucher a représenté aussi dans un premier temps dans son tableau, puis qu'il a finalement effacé. Et sinon, on reconnaît par ailleurs la table basse, le brûle-parfum adapté d'une porcelaine chinoise. Enfin, il y a des éléments qui sont vraiment assez proches dans le dispositif des deux images. L'érotisme n'est pas exclu de l'ensemble iconographique inventé par Boucher pour le livre d'Antoine Guerre. Pour le second tome, il a ainsi dessiné une vignette évoquant une scène d'intimité féminine dans le harem, présentée en exergue de la section consacrée à la cour ottomane, dans laquelle justement Guerre accorde tout un chapitre au sujet des femmes du grand seigneur. Vous l'avez sous les yeux, on voit une scène de bain où une belle jeune fille dénudée s'abandonne aux soins de servantes qui sans doute la préparent à rencontrer le sultan, faisant écho au texte d'Antoine Guerre. Lorsqu'une de ses captives a le bonheur de lui plaire, le monarque lui jette son mouchoir et se retire pour lui donner le temps de se préparer à l'honneur qu'il veut lui faire. On la parfume, on l'habille superbement, on la pare de pierreries. Et ses compagnes, le dépit dans le cœur, la conduisent au son des instruments et des voix à la porte de l'appartement impérial. Le texte s'arrête au seuil de la chambre. Mais la vignette donne à voir les préparatifs de la consommation sexuelle ou même de viol qui va s'y jouer. La jeune fille croise pudiquement les mains sur sa poitrine et a ramené une longue draperie contre son corps pour le dissimuler en partie. Cette attitude de pudicité s'oppose à la franchise espiègle de la belle odalisque peinte par Boucher, qui, elle, offre sa nudité sans aucune fausse honte. Ce que le texte et son illustration suggéraient avec prudence et subtilité, ce fantasme d'un Orient despotique, asservissant sexuellement les femmes, dévolues au plaisir de leur unique seigneur et maître, donc ce fantasme se trouve implicitement dévoilé sur la toile. Destinée au circuit secret qui l'a conduite de l'atelier du peintre au cabinet inaccessible de son commanditaire anonyme, la peinture semble préserver les foudres de la censure. Son érotisme assumé est favorisé par l'obscurité programmée de son destin. Pourtant, Boucher accorde à l'odalisque qu'il peint sur sa toile une expression souriante et presque complice, qui élude la question de la contrainte et du viol. Sa composition s'intègre dans un réseau d'images et de codes de comportement où prédomine le point de vue du désir masculin, mais où la domination masculine tente de s'imposer avec sourire et civilité. Tout le système de référence auquel la peinture renvoie implicitement rencontre en effet pleinement celui des contes libertins contemporains.
Depuis le début du XVIIIe siècle, circulent en effet sous le manteau des miniatures grivoises qui représentent complaisamment de jeunes femmes nues en chemise, parfois accompagnées, comme sur le tableau que vous avez sous les yeux. Nues en chemise, c'est une désignation qui est adoptée dans les milieux où fleurissent ces images. Sous la Régence, donc de 1715 à 1723, le peintre Antoine Watteau a lui-même produit de délicates peintures secrètes où s'illustre cette même veine érotique. On en conserve encore quelques très rares exemples, comme la toilette intime, dans une collection particulière, c'est le tableau que vous avez sous les yeux, dont le contexte de création est totalement mystérieux, mais dont des copies peintes et même gravées se sont propagées au XVIIIe siècle. Déjà, sous le règne de Louis XIV, une certaine littérature licencieuse s'était développée, commençait à s'être développée dans la clandestinité. Un des grands succès de ce registre prohibé, qui brave les mœurs et la religion, est un petit roman qui porte le titre suggestif et scandaleux de « Vénus dans le cloître » ou « La religieuse en chemise », publié anonymement comme il se doit à partir de 1682. La peinture de Boucher puise avec subtilité et sophistication, mais elle puise dans ce même répertoire clandestin que l'on désigne alors comme lascif ou libertin. Dès le début de sa carrière, Boucher semble avoir été recherché par les mécènes libertins. Avec l'avènement de la Régence, les élites françaises ont accordé une certaine faveur aux auteurs dits modernes, en partie héritiers de la tradition des écrivains subversifs du XVIIe siècle, libres penseurs en matière de mœurs et de religion. Le régent lui-même, Philippe d'Orléans, qui fut aussi un exceptionnel collectionneur de peintures, menait une vie privée notoirement dissolue et se montrait favorable à ces auteurs libertins, comme Fontenelle. Un peu plus tard, vers la fin des années 1720, de nouveaux talents, tels le jeune Claude de Crébillon, atteignirent les premières marches de la reconnaissance avec des fictions qui dégageaient un subtil parfum d'érotisme, mais aussi de scepticisme ironique. Dans les mêmes années, le poète Alexis Piron ose même faire circuler une mécréante et pornographique ode à Priape, un dieu de la fertilité à la virilité dimensionnée, qui remporta un certain succès de scandale. Le jeune Boucher évolue avec aisance dans ce milieu. Certaines sources le citent en effet parmi la Société du Caveau, qui est animée justement par ces mêmes Crébillon et Piron à partir de 1729. Si l'appartenance de Boucher à ce cercle a pu être contestée, ses liens sont néanmoins avérés avec ces grandes figures littéraires libertines. On sait ainsi que Crébillon accordait une grande admiration aux peintres, dont il collectionnait les dessins et les gravures. Et surtout, l'amitié de François Boucher avec Piron est parfaitement documentée, puisque le poète rédigé en 1746, donc quasiment au même moment qu'est peinte l'Odalisque brune, donc Piron a rédigé une supplique en vers destinée au directeur des bâtiments du roi de l'époque, en vue de faire attribuer à Boucher un logement dans le palais du Louvre. Dès le début des années 1730, le jeune Boucher exécute des tableaux libertins qui illustrent de manière explicitement érotique les amours des dieux de la mythologie. On conserve ainsi une représentation des étreintes d'Hercule et Omphale, que vous avez sous les yeux, peinte à ce moment-là, dont on ignore, encore une fois, totalement le contexte de réalisation, mais qui fut célèbre au point d'être copié même, un peu plus tard, par le jeune Jean-Honoré Fragonard. Au début des années 1740, Boucher se rapproche du comte Carl Gustave Tessin. Le Louvre a présenté une exposition sur cette figure très importante du monde de l'art. Donc, au début des années 1740, Boucher se rapproche du comte Carl Gustave Tessin, fastueux ambassadeur de la couronne de Suède. L'amateur est un proche des milieux libertins parisiens, et particulièrement du comte de Caylus, qui est un auteur licencieux et un mécène de premier plan. Mais Tessin est aussi très proche du poète Alexis Piron, encore lui. Les mauvaises langues ont prétendu que le collectionneur suédois était autant séduit par le talent du peintre que par la beauté de son épouse. Il n'en demeure pas moins qu'il lui commanda plusieurs peintures importantes, ambitieuses, mais ce qui nous intéresse aussi, il lui a commandé aussi des ouvrages plus discrets, comme les planches destinées à l'illustration d'un conte de fées discrètement grivois, Phoniane ou l'Infante jaune. Donc, l'ouvrage a été publié aux frais du commanditaire en 1741, en seulement 2 ou 3 exemplaires. Donc on est vraiment dans une production très, je ne sais pas si on peut dire élitiste, enfin très pointue. Et enfin, le même mécène, Tessin, a commandé à Boucher une délicate scène de genre,
une femme nouant sa jarretière, peinte en 1742, dont le format et le ton libertin sont très proches de celui de l'odalisque brune. L'année suivante, enfin, Boucher exécuta une voluptueuse représentation d'une femme couchée sur un lit de repos, qui poursuit la même inspiration. L'Orient est à la mode à l'époque dans l'univers des fictions libertines. Les célèbres lettres persanes de Montesquieu avaient contribué à cette vogue, mais c'est surtout les fictions licencieuses de Crébillon, publiées sous le manteau avec un énorme succès à partir des années 1730, qui ont permis de définir le cadre oriental et voluptueux favorable à l'élaboration de la peinture de Boucher. En 1742, Crébillon publie anonymement, comme il se doit, le Sophin, conte moral. Le succès est immédiat, ainsi que le scandale. L'auteur est banni plusieurs mois. La punition est sévère car le texte est perçu comme une critique voilée à l'encontre de Louis XV et de sa vie privée. Le Sophin va connaître immédiatement et pour longtemps un énorme succès et connaître de très très nombreuses rééditions jusqu'à la fin du siècle. L'odalisque brune de Boucher et le Sophin de Crébillon étaient ainsi destinés au même milieu libertin où le peintre et l'écrivain étaient particulièrement appréciés. L'intrigue du conte de Crébillon, donc le Sophin, est portée par un narrateur, Amanzeille. Celui-ci a été victime d'un sortilège et a été métamorphosé en Sophin. Et sous cette forme, il assiste aux très nombreuses aventures érotiques de ses compatriotes. Vers la fin du conte, Amanzeille, toujours sous sa forme mobilière, est transporté dans le cabinet orné de la jeune Zéinis, dont il tombe aussitôt éperdument amoureux. La scénographie que Boucher adopte sur sa peinture est assez conforme à la description du boudoir de Zéinis qui est délivrée dans le texte de Crébillon. Mais la peinture de Boucher se rapproche plus encore d'un autre passage qui constitue l'un des véritables morceaux de bravoure du texte. Vers la fin du roman, Crébillon ose en effet une des scènes les plus érotiques de toute son œuvre. Il offre une véritable représentation de la jouissance féminine en adoptant une structure narrative aussi complexe que trouble, puisque Zéinis, la jeune fille, paraît à la fois engagée dans la quête de son plaisir solitaire, tout en se soumettant au désir d'Amanzeille, donc le narrateur, qui est un Sophin. Alors, donc, Amanzeille est à la fois narrateur, spectateur et acteur, puisque elle en arrive à... Enfin, c'est très, très trouble. Et, donc, c'est le merveilleux texte qui a été lu et qui a été dit au début de la conférence. Tout ça est très, très, très trouble. Et c'est de ce passage que Boucher semble offrir une suggestive transposition dans sa peinture. Ainsi, sur la toile de Boucher, le corps voluptueux de la jeune femme semble-t-il à la fois caressé et absorbé par le Sophin, sur lequel elle a pris place, avec une expression assez manifeste de contentement. Texte et images suggèrent l'abandon voluptueux au plaisir sexuel dans une totale confusion des sens et des objets. L'image n'est pas à proprement parler une illustration littérale, mais elle rassemble et condense sur la toile tous les accessoires de cet épisode saillant du célèbre texte de Crébillon à l'époque. La référence était sans aucun doute explicite pour les lecteurs avertis. Or, il se trouve que l'on a associé la toile de Boucher, on l'a parfois associée à un mécène libertin, et en tirant le fil, c'était une piste que j'ai trouvée très intéressante. Parce que ce mécène libertin, il était apparemment très proche de Crébillon au cours de ces mêmes années 1740. En effet, en 1976, les historiens de l'art Alexandre Ananoff et Daniel Lindenstein ont rapproché le tableau du Louvre d'une peinture de Boucher citée dans l'inventaire après décès du fermier général Alexandre Jean-Joseph Le Riche de la Poplinière, vous l'avez sous les yeux, établi, l'inventaire après décès, le 4 février 1763. Ce richissime amateur était une figure remarquée, à la fois dans le monde des arts, mais aussi dans la critique libertine et scandaleuse parisienne. Aujourd'hui, il demeure célèbre comme le mécène du compositeur Jean-Philippe Rameau. Mais son goût pour les arts et la littérature est également très bien documenté. Il fréquentait de nombreux écrivains de premier plan, tels que Voltaire, Jean-Jacques Rousseau et Crébillon. Il possédait en outre plusieurs peintures de Boucher, mentionnées dans son inventaire après décès, qui représentaient principalement des Vénus ou des jeunes femmes probablement assez déshabillées. Parmi celles-ci,
Annenhoff et Wildenstein ont remarqué justement, alors ils reproduisent la mention limitée mais enfin suggestive de l'inventaire après décès, un tableau représentant une femme nue, couchée sur le ventre, par François Boucher. Et donc les deux historiens d'art à l'époque avaient proposé de rapprocher de cette mention du tableau du Louvre et de les identifier. L'identification de la toile aujourd'hui au Louvre avec celle qui appartint aux riches financiers n'est que spéculative, compte tenu de la description qui demeure assez sommaire. Il n'y a pas de dimension dans l'inventaire après décès. Toutefois, le rapprochement paraît vraisemblable. La Poplinière est en effet un commanditaire, à mes yeux, très probable pour le petit chef-d'œuvre de 1745. Donc, les mœurs libertines de la Poplinière, comme son goût pour la littérature licencieuse, sont attestées. On lui attribue justement la paternité d'un des textes les plus audacieux et brillants de la production libertine du XVIIIe siècle. Donc le texte, son titre, c'est « Le tableau des mœurs du temps dans les différents âges de la vie ». Et ce texte, en fait, on l'attribue à la Poplinière, on a de bonnes raisons de penser qu'il l'a écrit en collaboration avec Crébillon lui-même. Il est avéré que la Poplinière a fait imprimer ce texte, c'est la première fois que le texte apparaît, et pour longtemps, en 1750, à ses frais et pour son usage exclusif. C'est le même fonctionnement que pour le conte écrit par Tessin et illustré par Boucher 10 ans plus tôt, Phoniane. C'est-à-dire, on est avec un texte qui est imaginé et produit, inventé, écrit par un commanditaire pour son usage quasi exclusif ou pour le diffuser à un cercle très restreint, puisque la Poplinière fait publier donc le tableau des mœurs du temps en 1750 à ses frais pour son usage exclusif en 2 exemplaires seulement. Et un des 2 exemplaires a même été, il l'a fait illustrer, de 20 enluminures, qui sont quand même assez explicites, comme vous le voyez, attribuées au peintre miniaturiste Antoine-Alexandre Marolles. Le texte lui-même des tableaux des mœurs du temps, en fait, c'est un texte en 2 parties. Il y a une première partie qui est très crébignonienne, avec, donc, effectivement, on suit la vie d'une femme, avec des scènes de la vie d'une femme, si je puis dire, de la haute société parisienne. Et puis la deuxième partie du récit offre des similitudes de situations et de couleurs locales avec l'odalisque brune et avec le sofa de Crébillon. Dans la seconde partie du récit, en effet, alors cette seconde partie du texte de la Poplinière s'intitule « Zaïrette, histoire orientale », qui narre l'initiation sexuelle d'une jeune Européenne dans un harem. L'auteur témoigne une connaissance intime du sofa de Crébillon dont il partage et prolonge l'imaginaire imprégné de sensualité orientale. Mais surtout, il est un motif qui est fortement présent sur la toile de Boucher de 1745, qui ne provient pas explicitement du sofa de Crébillon, mais qui trouve en revanche un écho flagrant avec le texte de la Poplinière, le tableau des mœurs du temps. Ainsi que Diderot le remarquait également en 1767, la toile de Boucher accorde une attention centrale aux fessiers du jeune modèle. Or, les postérieurs féminins sont une des principales obsessions du texte de la Poplinière, qu'ils soient admirés, palpés, caressés, 3 petits points, ou fessés. On peut citer par exemple cet extrait significatif du roman de la Poplinière. Ce sont des jeunes femmes comme vous, qui se font toute une joie d'enfant de voir mettre leurs fesses à nu, d'en montrer la blancheur et le contour, et de recevoir dessus de fines atteintes de verges de myrte de la part d'une main flatteuse et légère. Parce que ce badinage les aiguillonne et qu'il sert enfin à irriter la lubricité. Nos fesses sont blanches comme l'albâtre, dures comme le marbre, mais elles en ont toute la froideur qui leur est insupportable. Viens, cher et lubrique monarque, prends le bouquet ou la simple branche de myrte qui sied si bien en ta main et sur nos fesses. Viens ranimer ces fesses qu'un froid glacial a saisies. La Poplinière et Claude de Crébillon, tableau des mœurs du temps dans les différents âges de la vie, vers 1750. La Poplinière est donc une figure unique, mais probablement exemplaire, de cette intrication des sphères libertines littéraires et artistiques vers le milieu du XVIIIe siècle. Il est très séduisant alors de lui attribuer la commande secrète de l'odalisque brune, dont il aurait pu avoir accompagné non seulement l'élaboration, mais peut-être même l'exécution, la disparition du luth par exemple, dans une étroite proximité avec le peintre.
Quand on connaît la vigilance avec laquelle l'amateur a contrôlé l'impression de son roman pornographique de 1750, on comprend mieux alors l'audace et la fierté du peintre qui n'a pas hésité à signer son tableau secret, probablement destiné au même commanditaire, en 1745. La peinture a été ensuite probablement divulguée dans le cercle étroit des intimes de ce commanditaire, et des répliques ont pu être commandées avec une certaine discrétion. On sait ainsi avec certitude qu'en 1752, le propre frère de la marquise de Pompadour, Abel François Poisson de Vandières, bientôt marquis de Marigny, et qui vient d'être nommé directeur des bâtiments du roi, commanda à son tour à Boucher une peinture représentant une jeune femme couchée sur le ventre, destinée au décor d'un cabinet particulier de son hôtel parisien, lequel cabinet devait être uniquement orné de peintures représentant des femmes dénudées, commandées aux artistes les plus prestigieux de l'époque. Le tableau peint pour Vandières pourrait être identifié avec une très belle peinture aujourd'hui conservée à Munich, que vous avez sous les yeux, et aujourd'hui désignée comme l'odalisque blonde, par opposition à l'odalisque brune du Louvre. Donc l'odalisque blonde, la composition dérive manifestement de l'odalisque brune, dont elle offre une sorte de variation plus occidentale, adaptée au boudoir parisien. Il est aujourd'hui admis que la peinture munichoise représente probablement la jeune Marie-Louise O. Murphy, modèle épisodique du peintre, qui était alors âgée de juste 15 ans et qui devint peu de temps après l'une des maîtresses régulières du roi Louis XV. À n'en pas douter, l'odalisque brune a pu fonctionner comme matrice de l'imagerie libertine, divulguée auprès de certains milieux très avertis et très privilégiés. Alors que le nom de Marie-Louise O'Murphy a été retenu par l'histoire, il n'en est pas de même pour celui du modèle de l'odalisque brune. Or, cette jeune femme a manifestement compté dans l'œuvre de Boucher, au point de lui inspirer 3 des principaux tableaux érotiques peints au début des années 1740. On pourrait tout à fait reconnaître sur les 3 tableaux de 1742, 1743 et 1745 le même modèle féminin, cette belle jeune femme brune, on peut voir les rapprochements des visages en fait, avec l'image suivante, cette belle jeune femme brune au visage allongé et au petit menton caractéristique, au front haut, aux yeux en amande et aux sourcils hauts et en très léger arc de cercle. On l'a parfois identifiée à l'épouse du modèle en s'appuyant sur certains commentaires malveillants, on l'a vu, celui d'Hydro notamment. Mais la prudence s'impose, tant il paraît peu vraisemblable que Boucher ait ainsi exposé sa femme, et alors que l'on sait par ailleurs que, comme nombre de ses confrères à l'époque, il avait recours à de jeunes prostituées pour lui servir de modèle. C'était le cas de Marie-Louise O'Murphy en 1752. La jeune femme brune choisie pour le peintre à plusieurs reprises au début des années 1740 lui a inspiré en outre des compositions qui évoquent assez clairement l'univers du libertinage et de la prostitution. On a vu en effet que le décor du tableau évoquait une pièce parisienne à la mode turque, plutôt qu'une représentation vraisemblable du harem. On sait en outre que dans les bordels parisiens les plus huppés du XVIIIe siècle, on pratiquait fréquemment, volontiers, le travestissement, un peu comme celui qui est suggéré sur la toile de Boucher. La jeune modèle de Boucher était probablement une de ces prostituées qui se prêtait à de tels travestissements, et dont un peu plus tard, le roman de Fougeray de Montbron, Margot la Ravaudeuse, publié en 1750, évoque le destin de ces jeunes prostituées qui servent aussi de temps en temps de modèle pour les peintres. Au cours des années 1740, il se trouve que, et notamment après la publication en 1744 du roman Thémidore, où mon histoire est celle de ma maîtresse, de nombreux romans clandestins vont adopter la trame de mémoires fictifs narrés par de jeunes prostituées ou des dames galantes. Les plus célèbres seront, au cours des années 1740, Thérèse philosophe, qui est un roman anonyme, publié avec un énorme succès en 1748, puis Margot la Ravaudeuse, que je viens d'évoquer. Ces romans se démarquent par le choix de narratrices qui déploient un récit d'apprentissage où des femmes se construisent elles-mêmes leur propre forme d'émancipation sexuelle, affective et intellectuelle, en dehors des conventions qui les assujettissent aux hommes. La narratrice de Thérèse philosophe apparaît surtout comme la figure emblématique de cette forme d'émancipation nouvelle, puisqu'elle refuse de se conformer aux normes de l'identité féminine de l'époque, en décidant, c'est
c'est vraiment un des motifs qui est souligné dans le texte. Thérèse, le personnage principal, décide de ne pas se marier et de ne pas avoir d'enfant. Enfant, elle lit abondamment pour définir sa propre éthique et devenir philosophe, c'est-à-dire capable de développer elle-même sa propre conscience critique. L'odalisque brune de Boucher est contemporaine de ces héroïnes d'une nouvelle espèce. Alors que l'odalisque blonde semble attendre passivement d'être choisie, comme sur catalogue, la jeune femme brune a tourné la tête pour affronter le regard de celui qui la désire, avec virtuosité, avec malice, avec ambiguïté. Boucher a su transcrire le fantasme oriental des hommes des Lumières, sans en occulter les savoureux artifices ni les troubles tentations. Pourtant, la belle jeune femme qui se trouve offerte dans un monde clos, où le désir des hommes prédomine, n'en adresse pas moins la souriante mais troublante interrogation de son regard. Merci beaucoup.